vous présentant la feuille du registre. Les 50 000 ou 55 000 polytechniciens ont tous une fiche de registre de ce type-là. Vous ne pouvez peut-être pas facilement la lire parce que c'est l'écriture d'un quelconque sergent-major de 1807. Quand il est rentré à cette époque-là à Polytechnique, eh bien, on a tous, il a, comme tout le monde, donné un certain nombre d'éléments, d'informations sur ce qu'il est. Alors, il est né, comme vous le voyez ou comme vous ne le voyez pas, à Constance, c'est-à-dire au bord du lac de Constance, donc en Autriche à cette époque-là. Et ses parents donnent une adresse assez curieuse, Lovagnier. Alors, Lovagnier, c'est un petit village à une dizaine de kilomètres d'Annecy, où, par le hasard de l'achat d'un bien national, entre guillemets, les parents de Dufour se sont trouvés en partenariat propriétaire du château de Montretier. Diapo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le registre vous donne aussi les coordonnées physiques de Dufour, un garçon assez grand pour son époque et qui faisait ce qu'il fallait. Passons à la suivante maintenant. Cette carte vous montre pourquoi Dufour est polytechnicien, a droit d'être polytechnicien en 1807. Il a le droit d'être polytechnicien parce que, ma foi, il fait partie, parce que Genève fait partie de la France. Petite précision, à cette époque-là, Genève n'avait jamais fait partie encore de la Confédération helvétique. Genève avait été un État isolé. S'il est né à Constance, c'est parce que ses parents, qui étaient genevois, ont été en quelque sorte, ont été exilés à la suite de difficultés, et donc il a pu faire le concours de Polytechnique. À cette époque-là, c'est une décision de Bonaparte d'abord et puis de Napoléon bien sûr. À cette époque-là, la Suisse qui était sous la médiation de Français avait le droit d'envoyer des candidats à Polytechnique. Et c'est en tant que Genevois, donc en tant que Français de l'époque, que Dufour a fait son concours. Il l'a réussi, disons, tout juste, puisqu'il est rentré dans les 5 derniers des 140 de la promotion 1807. Ceci, c'est... non, on va quand même le montrer. Ceci, c'est le suivant. Ben, c'est la résidence secondaire. C'est le château de Montretier. C'est donc là où c'est une campagne, entre guillemets, pour parler comme les Suisses, mais c'est vraiment un endroit que qui a beaucoup compté pour Dufour. Donc, Dufour est reçu à Polytechnique, il rentre là-dedans, c'est-à-dire dans l'ancien collège de Navarre. L'école de Polytechnique vient de démissionner, c'est pas encore Palaiseau, mais ils se sont installés au collège de Navarre et Napoléon fait faire de grands travaux. Et nous allons donc rappeler ce qu'est l'école polytechnique à ce moment-là. L'école polytechnique, c'est comme en 1807, comme en 1794, une sélection relativement difficile. Je vous ai dit que Dufour, qui était un collégien brillant, même s'il est toujours de bon ton quand on est brillant, de dire qu'on n'a pas beaucoup travaillé, Dufour est donc rentré tout juste. Il a été prévenu d'ailleurs en retard et il est arrivé. Sélection toujours rigoureuse, avec des promotions de dimensions tout à fait variables. Sous Napoléon, ça va de 60 à 150, et puis c'est seulement ensuite qu'il y aura quelque chose d'un petit peu continu dans le flux des promotions. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à Polytechnique? Eh bien, on apprend, et on apprend les fondamentaux, évidemment, lire, écrire, compter. Je pourrais ajouter pour l'époque et dessiner. À cette époque-là, c'est évidemment la science qui est le paramètre principal de la sélection, mais l'école insiste beaucoup aussi sur tout ce qui est culture générale et sur ce qui est écriture, connaissance de la langue, etc. Ceci ne gênait d'ailleurs pas beaucoup Dufour. Il a toujours parlé français. Il a appris très vite à faire de très belles lettres. Il s'est un petit peu lancé d'ailleurs dans des petites écritures de petits textes. Et moi, quand je lis les lettres qu'il écrivait, par exemple, de Polytechnique à ses parents
ou bien ses oncles ou à ses connaissances, je trouve que ce sont des lettres remarquables, d'abord par la forme, on dirait qu'il a lu le manuel du savoir-vivre, mais ensuite également par l'accent et par la qualité de l'orthographe et de la syntaxe. Je ne suis pas sûr que nous en soyons tous capables de la même façon, avec la même intensité. L'enseignement de Polytechnique à cette époque porte donc sur toutes ces questions, c'est-à-dire les sciences d'un côté, mais aussi la culture générale. Il a été un peu modifié, non pas pour faire plus de technologie et faire moins de sciences qu'en 1794, mais il a surtout été modifié pour faire un peu plus de sujets de domaines, pour couvrir un peu plus de domaines de nature militaire, parce que Napoléon a besoin de plus en plus d'officiers. Et pour cela, il a donc effectivement fait tout ce qu'il fallait pour avoir plus de soldats. On y viendra tout à l'heure. Je peux signaler à cette époque-là que la promotion de 1807 a été, parmi toutes les promotions françaises, et à part 2 ou 3 promotions de la guerre de la Première Grande Guerre mondiale, a été celle qui, en pourcentage, a perdu le plus de polytechniciens dans les guerres qu'ils ont été conduits à mener. Sur les 140 élèves de sa promotion, il y en a plus de 30 qui sont morts, soit en Espagne, soit en Russie, soit ensuite dans les batailles d'Allemagne et de France. Dufour aussi sera soldat. Dufour est rentré dans les derniers, il sort dans les premiers. Et il suit donc l'enseignement qui est en gros celui que les pères fondateurs ont décidé. Voici la tête des pères fondateurs telle que nous l'a dessinée Claude Gondard, que je remercie. Petite tricherie, mais elle ne vient pas de Gondard, mais elle tient évidemment des dessins qui ont été faits à l'époque de Napoléon. Napoléon tenait beaucoup à se montrer comme le fondateur ou comme un fondateur de Polytechnique, ce qui est évidemment usurpé. Mais Bonaparte avait fait l'expérience de la qualité des polytechniciens en Égypte et il s'est ensuite, comme vous le savez, beaucoup appuyé sur eux. Je ne vais pas vous montrer, parce que je n'ai pas le temps, tous ces portraits de polytechniciens. J'en montre juste 2. Le premier, des professeurs, je vais dire le premier, c'est Monge, bien sûr. Monge, pour lequel Dufour a toujours eu une grande vénération, et il n'est pas le seul. Monge, qui, vous le savez, est pour nous le fondateur de l'X aussi, comme celui d'ailleurs de la géométrie descriptive. Monge est un personnage évidemment important pour Dufour. Ensuite, le deuxième professeur dont je vais vous parler, c'est Andrieux, qui est beaucoup moins connu. C'est un professeur de français qui a une carrière tout à fait étonnante, académicien, etc., et qui est professeur au Collège de France, professeur à Polytechnique pour parler le français, pour enseigner l'art d'écrire. Et il insiste beaucoup, Andrieux, comme d'ailleurs insistaient ses supérieurs à Polytechnique à cette époque. L'art d'écrire, c'est essentiel pour un X. Il est important que les ingénieurs comme les militaires sachent écrire. J'aimerais bien que ceci continue actuellement. J'ose espérer que ça continue. Andrieux est également quelqu'un qui insiste sur le fait que dans l'écriture, on doit montrer du sentiment et pas simplement inscrire des faits. Moi, je crois que la fameuse lettre de Dufour dont on parlera à ses soldats, la lettre qu'il envoie à ses soldats à Sonderbund, c'est vraiment un exercice superbe de littérature, mais c'est aussi un exercice superbe de quelqu'un qui sait ça, qui sait qu'il faut mettre du sentiment dans les textes. Voilà donc pour Andrieux. Ensuite, eh bien, nous allons plonger dans la colonie des polytechniciens. Voilà tous les X. Dufour est un polytechnicien comme les autres. Tous ces petits X que nous a dessinés Gondard peuvent le montrer. Dufour sait déjà à ce moment-là qu'il fait partie d'une collectivité et en gros, quand il rentre, il y a à peu près 1500 polytechniciens, mais il fait déjà partie d'une collectivité. Je vous en donne quelques listes, mais je ne vous les détaillerai pas parce que nous parlons de Dufour. Mais Dufour, faire la liste de ces polytechniciens, évoquer un tout petit peu leur parcours, c'est un peu faire un portrait de Dufour. Vous allez le voir d'ailleurs immédiatement. Dans ces personnages, vous voyez Malus. Je cite simplement Malus parce que Malus a été l'examinateur de Dufour.
Et Dufour a gardé un bon souvenir de Malus, qui était extrêmement sévère, mais qui, paraît-il, lui a mis, dit-il, une très très bonne note, une de plus. Dufour avait aussi des très bonnes notes en français, et il était très content d'écrire à son oncle qu'il avait eu la meilleure note des compositions de français qu'il faisait. Malus, vous le savez, est un grand physicien, mais quand les élèves allaient le voir pour l'examen, ils étaient un peu terrifiés. Ils avaient mis sur la porte de son bureau Liberanos a malo, ce qui, pour les gens qui parlent latin, comme Dufour le faisait très bien, dit tout à fait ce que ça veut dire. Délivrez-nous de malus. Favier est un polytechnicien de 1803, je vous en reparlerai à propos de la Grèce, parce que son activité qui l'a rendu le plus célèbre, c'est son aide à l'indépendance grecque vers les années 1825. Arago, bien sûr, vous le connaissez, Arago c'est l'homme politique, 1805, promotion 1803, 1805 par là, c'est l'homme politique, il rejoindra en quelque sorte Dufour. 1848 sera pour Arago la grande année où l'homme politique a dépassé un peu le simple physicien, puisqu'il a joué un rôle essentiel dans le gouvernement de la République en 1848. Il a joué un rôle essentiel dans la suppression de l'esclavage et dans la décision de l'élection du suffrage universel pour l'élection. Crozet est moins connu, 1805, mais je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la grande crise, dans la grande hésitation qu'a connue Dufour en 1815. Après Crozet, voici Fresnel. Il y a trois frères Fresnel. Dufour a été le cocon en 1807 du troisième des frères Fresnel, qui sont polytechniciens. Ceci, c'est l'image faite par Claude du premier, qui est le grand physicien Fresnel, celui qui a travaillé, mais pas seulement évidemment, sur les lentilles de Fresnel. Langlois est un X qui est devenu peintre. Il est spécialisé dans les panoramas. Je vous parlerai de lui à propos du panorama de Solferino et donc de l'opération de la Croix-Rouge à la fin de ma conférence. Poncelet, c'est un cocon du génie que Dufour a connu à Paris et ensuite à Metz. Vous savez sans doute que Dufour est un grand mathématicien. Il a fait la guerre, il a fait la guerre de Russie. Dufour était extrêmement jaloux. D'ailleurs, il disait, moi, on m'envoie à Corfou, on y viendra tout à l'heure, alors que la plupart de mes camarades vont en Russie où ils vont récolter la gloire et accessoirement de l'avancement. Le pauvre Poncelet a peut-être récolté la gloire, mais c'est certainement pas en Russie. Il a été fait prisonnier et il a passé 4 années absolument difficiles, qui lui ont permis d'ailleurs d'inventer et de raisonner et de définir des théorèmes les uns après les autres. Après Poncelet, encore un mot, le maréchal Vaillant. Le maréchal Vaillant, c'est quelqu'un, je ne dis pas qu'il rendait un petit peu jaloux Dufour, mais Dufour, quand il fait ses mémoires de jeunesse, il dit à Metz, il y avait aussi le maréchal Vaillant. Dufour n'a pas été maréchal, il a seulement été général. Vaillant était un des vainqueurs, entre guillemets, de Solferino, donc c'est assez logique que nous le retrouvions là. Vaillant est aussi un militaire qui était militaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est un exemple de parcours polytechnicien que Dufour n'a pas suivi, puisque Vaillant est resté militaire, il a fait toutes les guerres de la France depuis celle de l'Empire, celle de l'Algérie, celle ensuite de Napoléon III, etc. Voici donc ce qu'on voulait vous dire. Je finis par cette image, bien sûr, parce que dans cette image-là, vous verrez quelque part ici une tête de polytechnicien. C'est dans cette image, c'est à partir de cette époque-là que les polytechniciens ont été toujours tout à fait, il est là, tout à fait, ont eu une certaine, disons, une certaine image auprès du peuple polytechnicien de Paris avant évidemment que des romanciers comme Balzac, comme Stendhal, etc. le fassent. Voilà où donc est rentré Dufour à Polytechnique. Il est rentré non seulement dans une école, mais dans une collectivité. Et cette collectivité, eh bien, il va évidemment en faire partie. Direction Corfou d'abord. Alors,
Direction Corfou. Avant d'aller à Corfou, une toute petite halte pour vous dire que ça, c'est la partie imagination de mon livre. Ce n'est pas tout à fait la partie vraie du four. Il va rencontrer au fur et à mesure de mon livre, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure peut-être un tout petit peu de cette conférence, un certain nombre de chats. Le premier sera Gaspard, qui a choisi lui-même le prénom de Gaspard à cause de Monge. Et le dernier, vous le verrez tout à la fin, pourquoi sont-ils ces chats? Pourquoi est-ce que j'ai utilisé des chats? Il me fallait faire quelque chose qui soit différent des très bonnes biographies qui ont été faites sur Dufour par, en particulier par les grands historiens suisses et notamment par Langendorf. Je vais utiliser les chats. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, on a le droit aussi de faire preuve un petit peu d'imagination. Le premier chat était Gaspard. J'ai aussi utilisé les chats. Je vais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Si j'ai utilisé les chats, j'ai considéré que j'en avais le droit parce que dans les lettres Dufour, on entend parfois parler Dufour de Blanchet. C'est quand il était au Sonderbund, quand il était en plein Sonderbund, il a envoyé une lettre par exemple à sa fille en lui disant: je ne peux malheureusement pas venir à ton anniversaire parce que je suis toujours retenu par les problèmes de la guerre et par les problèmes de la pacification, mais j'espère que vous mangerez un bon dindon rôti et n'oubliez pas d'en donner un morceau à Blanchet. Voilà, Blanchet, c'est donc la star de Micha, comme Dufour est le star, bien sûr, de la conférence. Gaspard, quand il rentre à Polytechnique, Dufour fait la connaissance de Gaspard, qui le conduit, qui lui montre Paris, qui lui explique un certain nombre de choses sur les grands travaux de Paris. Il s'en souviendra quand il s'occupera ensuite de Genève. Je vous signale que Napoléon a fait beaucoup de modifications dans la ville de Paris, aussi bien de la rue de Rivoli que les Champs-Élysées, que le canal de l'Ourcq, etc. Et puis bien, et sur les quais, des travaux sur les quais, ce sont des choses qui ont frappé Dufour. Il le saura, il s'en rappellera, il s'en souviendra, il se le rappellera. Ici, il est dans une petite opération, disons, de bahutage sympathique au fin fond des catacombes. Mais après l'X, il va à Metz, il a choisi de faire le génie, et à Metz, alors qu'il ne finit pas, il n'a pas tout à fait fini son séjour à Metz, on l'envoie immédiatement à Corfou, parce que Napoléon, pourquoi Corfou? Parce que Napoléon, à la suite de je ne sais quel traité, je crois que c'est après la bataille de Wagram, Napoléon a ajouté à la France tout ce territoire-là, où il y a autant de départements, comme vous le voyez. Ça, c'est une carte de l'Empire napoléonien 1810-1811. Il y a des départements un peu partout. Tout à l'heure, je vous ai montré ce qui était du côté de Genève, mais il y en a aussi là. Et donc, il y a un département là, tout au fond, où donc Corfou est la capitale. En bas, c'est là plus loin. Et, et il se trouve que Bonaparte, qui cultive toujours avec bon, avec peut-être plus de modestie qu'autrefois, qu'au moment de l'expédition d'Égypte, un rêve méditerranéen, a décidé de fortifier Corfou pour bien montrer que, une fois qu'il est là et qu'il veut aussi avoir une protection pour sa marine de ce côté-là. Bonaparte envoie un certain nombre d'hommes pour fortifier cette forteresse de Corfou. Dufour est l'un des meilleurs officiers qu'il y ait de cet âge-là. On l'envoie donc là-bas avec un certain nombre de soldats. Il y apprend la servitude et la grandeur militaire. La servitude, c'est quoi? C'est bien sûr un certain mode de vie, la discipline, etc., etc. La servitude, c'est aussi la possibilité de blessure, la possibilité bien sûr de mourir, mais il y a aussi la grandeur à côté. Alors, détail pour la grandeur, le rêve de Dufour, c'est d'être un jour comme Vauban, d'être capable de faire des grandes fortifications. Je vous rappelle que Vauban était un génie de la fortification, aussi bien pour la construire que pour la détruire. Dufour a eu un contact avec Vauban, si j'ose le dire, parce que Bonaparte a décidé à un moment donné de ramener les cendres de Vauban aux Invalides à Paris.
et Dufour a fait partie, 1807-1808, de la petite escouade qui a présenté les armes à cette occasion-là. À côté de la grandeur, on cherche la grandeur, on arrive, Dufour arrive, il croise un chat, une chatte, c'est Bouboulina, qui lui explique aussi qu'il n'y a pas que la Suisse, qu'il n'y a pas que la France, qu'il y a aussi la Grèce. Dufour lui dit, mais toi tu es française, ma chatte. Il lui dit pas du tout, je suis grec. Et c'est comme ça que nous en viendrons à un moment donné à parler un tout petit peu de philhellénisme. C'est une cause qui intéressait Dufour, sans d'ailleurs qu'il y soit personnellement extrêmement actif. Bouboulina, ici, elle s'occupe à gérer ses sardines qu'elle a chopées quelque part et elle hésite, disons, entre compassion et consommation. Nous passons ensuite, juste pour vous montrer, Bouboulina lui raconte aussi l'histoire des forteresses. Elle lui dit, tu sais, c'est mon petit lieutenant, c'est bien beau les forteresses, on les construit, mais ensuite, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et il lui raconte l'histoire de la forteresse de Nauplie, qui a été construite par des Vénitiens, par un architecte français superbe, sous l'ordre d'un gouverneur intelligent. Et quand tout était terminé, elle a été rendue complètement toute prête aux Turcs parce que la Sérénissime de Venise a fait un traité d'un certain type. C'est d'ailleurs ce qui arrivera à Corfou, et ce qui arrivera à Corfou dans l'image suivante, c'est-à-dire que 1814, dans la paix, il est prévu que la France abandonne toutes ses conquêtes antérieures à 1789, et les soldats du génie de Corfou sont obligés de quitter. Les Anglais, bien entendu, qui prennent leur place, les couvrent de sarcasme. Mais il n'y a pas que les sarcasmes. Avant les sarcasmes, un an avant, en 1813, Dufour a été très grièvement blessé. Il faisait une sortie en bateau, en vedette, pour aller faire de la reconnaissance avec son patron, le colonel Beaugrand. Et ils ont reçu un obus, le bateau a sauté parce qu'il y avait de la poudre dans le bateau. Dufour a failli complètement brûler, il s'est jeté dans l'eau, il a été ramassé en très mauvais état par les Anglais qui ont jugé que c'était même pas la peine de le ramener prisonnier et qui l'ont renvoyé en bateau sur la plage en le déposant comme ils peuvent. Bouboulina racontera ça de sa façon un petit peu plus homérique, en faisant un morceau d'Odyssée ou d'Iliade, mais Dufour a eu beaucoup de mal à s'en remettre et de façon assez miraculeuse, il n'a pas gardé sur son visage un nombre considérable de cicatrices qu'il aurait pu garder. Arrive alors 1814, 1815, arrive le temps, ce que moi j'appelle le temps des choix, qui a été le temps des choix pour beaucoup d'ailleurs de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques et de guerriers et de militaires français. Où aller? Les militaires en particulier étaient un petit peu visés parce qu'ils passaient tous pour bonapartistes, surtout après 1815 quand ils avaient d'abord prêté serment au roi et puis ensuite de nouveau à Napoléon, puis ensuite ils sont revenus en disant peut-être que si, peut-être que ça. Donc c'était extrêmement difficile, il fallait choisir un pays. En plus, les vainqueurs de la guerre, les vainqueurs de Napoléon ont obligé la France à réduire considérablement ses armées et donc le nombre d'officiers. Dufour s'est trouvé dans cette position. Il a beaucoup hésité. Il s'est demandé ce qu'il allait faire. Finalement, il est revenu à Genève. Bon, il aurait pu éventuellement se raccrocher à la France, on lui a proposé en 1817. Il aurait pu aussi partir, comme par exemple l'a fait Crozet, partir aux États-Unis. Beaucoup de polytechniciens sont partis ailleurs, dans d'autres pays, pour aller servir d'autres pays, parce qu'ils étaient refusés par la France ou parce qu'ils ne voulaient plus être en France. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que Dufour choisit de devenir suisse, entre guillemets, et vraiment suisse, pas seulement genevois, puisque lors du congrès de Vienne, Genève, la Suisse a été en quelque sorte protégée et mise en état de neutralité par les grandes puissances, et Genève a été raccrochée. Donc Dufour devient suisse, il est suisse, et il s'installe en Suisse, il en fait un peu sa patrie restreinte, et
il sera toujours fondamentalement suisse. Il n'oubliera jamais un certain nombre de caractéristiques précisément et extrêmement françaises. Alors, qu'est-ce que je vais faire en Suisse? C'est mon métier. Quel métier je vais avoir? Il va en fait utiliser tous les talents qu'il avait pour s'installer en Suisse. Et il va devenir à la fois ingénieur, homme politique, militaire, homme d'influence, etc., etc. Je ne peux pas détailler tout ceci, mais je voudrais quand même faire des zooms sur un certain nombre de ces activités. Il est tout à fait étonnant qu'on puisse faire tout ceci. C'est un petit peu comme si vous disiez, il aurait pu être peut-être, non pas Fresnel, mais un physicien hors pair. Il aurait pu être, bien sûr, un homme politique, un vrai homme politique, alors qu'il l'était sans vraiment l'être. Il n'a pas poussé jusqu'au fond, il n'a jamais essayé d'être président de la Diète, par exemple. Il aurait pu être un véritable architecte, un véritable urbaniste. Il l'a été à Genève, mais il a aussi fait autre chose à côté. Il ne devait pas forcément être un grand militaire, mais il a été militaire et il a été désigné comme militaire et comme militaire de très haute responsabilité. Et il s'est trouvé tout à la fin, avec l'opération, avec la création de la Croix-Rouge, voir que son influence qu'il avait pouvait servir effectivement à de grandes. L'influence qu'il avait, non seulement à ce moment-là sur la Suisse et sur ses compatriotes, mais également sur les pays étrangers, pouvait servir à quelques grandes causes. Je fais donc d'abord un petit zoom sur l'ingénieur. L'ingénieur, c'est évidemment Genève qu'il a surtout travaillé. Quand vous allez à Genève, vous pourriez faire, s'il existait, mais je crois qu'il n'existe pas vraiment, vous pourriez faire un parcours du four en allant sur les quais, voir les quais qu'il a remis ou demandé à remettre en état, en traversant le Rhône sur les ponts, dont un certain nombre ont été construits grâce à lui, en allant dans des bâtiments qu'il a souhaités, pour en faire par exemple l'hôtel des Bergues, en allant voir les fortifications qu'il a complètement ouvertes. Genève était une ville plutôt fermée, il a fait ouvrir ceci de façon majeure pour la faire ouverte et donc encore plus commerciale et tout à fait ouverte sur le monde et pas seulement sur la France, mais aussi ouverte sur le reste de la Suisse. L'ingénieur a travaillé complètement, il a aussi fait des jardins, enfin, c'est un petit peu comme s'il avait essayé de faire tous les paramètres de la cité idéale, toujours un petit peu par petits morceaux, mais avec un plan d'ensemble qui mérite d'être signalé. Je crois qu'il a beaucoup servi Genève à ce moment-là. Nos Genevois disent que c'est grâce à cela, grâce à lui, que Genève a comme ça des allures de carte postale. Il a aussi été pas seulement ingénieur, mais aussi scientifique. Il a par exemple pour les ponts développé la technique de ce qu'il appelait les ponts avec fil de fer, c'est-à-dire les ponts suspendus. Il a aussi eu d'ailleurs des envies scientifiques un petit peu plus originales, puisqu'il a fait des véritables travaux sur les cadrans solaires. Ensuite, nous le voyons partir à Thun. Il a fait toutes ces choses en général en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire à Thun? Eh bien, à Thun, il va créer avec d'autres l'école de Thun, qui est une école militaire, plutôt du type Couët-Quidan ou Saint-Cyr que du type polytechnique. Mais il l'a créée, il la présidera d'ailleurs pendant certaines années. Et pour lui, et ce qu'est Thun, c'est une école qui a été faite pour que toutes les petites armées, entre guillemets, tous les officiers de tous les cantons que vous avez vus, dont vous avez vu tout à l'heure la carte, que tous ces militaires acquièrent peu à peu les mêmes réflexes, les mêmes normes, les mêmes munitions, les mêmes façons de travailler. Ceci est certainement quelque chose d'indispensable. Les cantons ont un petit peu, les représentants des cantons n'ont pas toujours accepté facilement ce genre de choses parce qu'ils tenaient beaucoup, comme c'est le cas dans les États fédérés, ils tenaient beaucoup à conserver le plus de possibilités à eux, mais cela a vraiment compté. Cela a aussi servi, disons-le, à Dufour à connaître, cela lui a servi à connaître beaucoup d'officiers quand il les aura ensuite sous ses ordres ou dans l'armée adverse.
cela lui servira aussi de savoir qui il a en face de lui et qui il a avec lui. Thun est aussi une opération politique en termes de langage. Vous savez que la Suisse, il y a plusieurs langages en Suisse, on en parle plusieurs. Bien, Thun a donc un peu servi à aider Dufour à s'ouvrir sur la Suisse elle-même et pas simplement sur la Suisse française, entre guillemets, ou francophone. Et puis, Thun lui a permis de connaître un élève tout à fait étonnant. Cet élève que vous voyez là sur le dessin de Trabigondard, bon, il y a 2-3 cavaliers qui avancent devant Thun, devant la ville de Thun. Il y a une chatte, c'est Otto, qui a persuadé Dufour qu'il fallait aussi apprendre l'allemand et pas seulement le français. Alors Dufour n'aimait pas, mais il a quand même essayé. Il n'aimait pas non plus monter à cheval, mais il n'a pas eu le choix non plus. Il l'a appris un peu à Paris. Quand on le fera plus tard de lui des statues équestres, il dira oh là là, encore à cheval, ciel. Et puis Dufour, là, a un élève qui est le futur Napoléon III. Les relations de Dufour avec Napoléon III sont des relations qui ont commencé à cette époque-là. C'est à partir de cette époque-là que Napoléon III se considérera comme d'abord un élève respectueux et ensuite un ami et ensuite un souverain d'un pays ami vis-à-vis de Dufour. Les relations de Napoléon III avec Dufour commencent quand la reine Hortense souhaite qui est exilée, qui a été obligée de quitter la France en 1815, la reine Hortense, vous le savez, c'est à la fois la belle-fille et la belle-sœur de Napoléon. Pour ceux qui ne savent pas, ben, ils iront voir Wikipédia. Donc la reine Hortense, qui à ce moment-là avait quitté son mari, Louis-Napoléon, roi de Hollande, s'est installée en Suisse. Elle a essayé de demander de trouver un bon précepteur à ses enfants. Elle ne l'a pas trouvé. Quand il ne lui restait plus qu'un, elle a réussi à le faire admettre à l'école de Thun, et ceci en partie parce qu'il avait demandé à être citoyen de la Suisse, à être citoyen suisse ou citoyen d'honneur du canton de Tugovie. Il a donc été là citoyen suisse, il a connu Dufour. Dufour l'a aidé un peu quand il est parti, quand il a été exilé, quand la France a demandé qu'on le lui envoie. C'est une histoire très compliquée que j'ai peut-être pas le temps de traiter ici. Sachez simplement qu'il lui a rendu un certain nombre de services et que quand il est devenu ensuite empereur de France, il est toujours resté en contact. Ils n'ont pas arrêté de s'écrire. Beaucoup de lettres que Napoléon a écrites à Dufour ont été conservées. Malheureusement, celles que Dufour a écrites à Napoléon III ont presque toutes disparu. Napoléon a fait un tas de gentillesse, entre guillemets, à Dufour, un peu par amitié, un peu parce que ça pouvait lui servir. Il lui a donné la Grande Croix de la Légion d'honneur. Il lui a fait donner, au moment dans une grande exposition universelle, la médaille d'or pour la carte de la Suisse, dont nous dirons un mot tout à l'heure. Napoléon III appréciait Dufour, il appréciait ses conseils, même si de temps en temps il ne les suivait pas. Napoléon III a aussi aidé Dufour, ou bien Dufour a aidé Napoléon III, ils ont été partenaires dans des opérations comme la solution de la crise de Neuchâtel ou dans la création de la Croix-Rouge. Donc ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Quand Napoléon III est mort, un peu avant Dufour, Dufour en a été très attristé. Donc Napoléon III s'est associé, vivra pendant 40 ans comme correspondant, ce sera un ami de 40 ans. Voilà, un ami de 40 ans. Tout le monde n'aime pas ça. Voilà, il y a par exemple des Français qui trouvaient qu'à un moment donné, Dufour exagérait, et de ce pauvre Napoléon III que, comme vous le savez, les caricaturistes traitaient de badinguet, comme d'ailleurs, je crois, Victor Hugo le faisait. On présente ici Dufour comme un professeur qui donne à son élève badinguet des oreilles d'âne en lui disant « tu ferais mieux de faire ce que je t'ai dit ».
Bon, encore une fois, parfois des Suisses disent dans telle ou telle occasion, Dufour a manipulé Napoléon III, c'est pas bien. Dans d'autres cas, on peut vraiment dire aussi que Dufour a rendu service à Napoléon III et que Napoléon III a rendu service à Dufour. Je crois que c'est un peu difficile quand il y a 40 ans d'hommes politiques ayant tous les deux un vrai sens de leur patriotisme, c'est difficile d'être toujours à 100% d'accord. Donc, voilà pour Dufour, voilà pour Badinguet. Voici Dufour et son épouse reçus par Napoléon III et Eugénie avec une petite chatte qui s'appelle Zarzuela. Dans mon roman, qui est parfois plein d'imagination, j'imagine que c'est l'impératrice Eugénie qui fait cadeau à Suzanne, l'épouse de Dufour, de cette petite chatte. Bon, pourquoi pas, hein, la chatte pourra servir après éventuellement d'intermédiaire, de go-between. La carte Dufour, dans les dans les quelques grandes opérations qui méritent d'être dites sur Dufour et qui se singularisent, il y a bien sûr la carte Dufour. C'est une carte qui a été gigantesque, qui a été faite de façon assez extraordinaire, mais qui a duré une trentaine d'années. Je me suis trompé en mettant tout à l'heure les dates. C'est une carte qui s'appuie sur une technologie toujours la plus moderne et complètement attentive aux progrès qui ont été faits, en particulier dans tous les matériels, de prise de données, de caractéristiques. C'est une carte qui a été remarquablement écrite avec un sens artistique très fort. Les fameuses hachures de la carte qui lui donnent un certain relief et qui permettent non pas de la géométrie, c'est un peu de la géométrie descriptive, mais avec un beau relief du type cartographique. Voilà ce que ça vous donne. Vous savez qu'une carte au 25 millième, quand elle est sous cette forme-là d'édition, quand elle a été faite au 50 millième ou au 100 millième. C'est la première fois que la Suisse avait une carte entière. Et encore une fois, il a fallu très longtemps pour la faire. Ça n'a pas toujours été facile, d'abord à cause des difficultés physiques, hein, aller faire des relevés dans certains reliefs, c'est pas tout à fait évident. Et puis ensuite, pour des raisons psychologiques, beaucoup de Suisses, des vieux cantons, se demandaient vraiment pourquoi on venait comme ça mesurer pied par pied, toise par toise, mètre par mètre, même s'ils ne disaient pas encore mètre par mètre, ce qu'était leur champ, leur territoire, où était leur maison, etc., etc. Toujours est-il que cette carte est une très belle œuvre. Moi, j'ai des amis qui vont faire un peu d'alpinisme en Suisse. Je leur demande, vous connaissez la carte du four? Ils me disent, mais bien sûr, on connaît la carte du four. Et vous savez qui est du four? Oh ben non, on ne sait pas qui est du four. Eh bien, quand je leur dis que c'est un polytechnicien, je suis quand même assez fier de notre école. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui suis fier de ça. Les Suisses aussi ont été fiers. Ici, Dufour, tout en bas, euh, monte, faire des relevés et vérifier que ces cartographes travaillent bien. Et bon, ben, il fait ça avec Heidi. Ceux d'entre vous qui connaissent la littérature suisse savent qu'il y a une autrice, on dit comme ça, une autrice germanophone qui a fait des romans continus sur la petite Heidi. Euh, Moi, j'ai placé la petite Heidi à un moment donné dans une montagne où Dufour allait faire la carte, ce qui m'a permis de présenter Heidi à Dufour et réciproquement. Euh, Dufour a donné son nom, ou plutôt on a donné son nom à la pointe du four, qui est quelque part là, et je vous montre quand même la pointe du four, voilà. C'est le sommet le plus élevé des Alpes en Suisse. Il fait partie du Mont Rose, hein. Après la carte, passons maintenant, si vous voulez bien, vraiment à ce qui est le chef-d'œuvre, entre guillemets, le chef-d'œuvre militaire et stratégique de Dufour, c'est la guerre du Sonderbund. Je ne pourrais pas vous en parler autant en détail que l'a fait Marc Studer dans un numéro de La Jaune et la Rouge il y a 3 ou 4 mois, où d'ailleurs il nous a aussi fourni un excellent article sur Dufour lui-même, mais je peux vous en parler quand même un peu. Dufour, le Sonderbund vient en fait de questions que se posait la Suisse à elle-même.
comment garder l'équilibre du pouvoir entre des cantons qui veulent garder leur liberté, leur souveraineté sur beaucoup de choses, leur mainmise sur beaucoup de réglementations, et un État fédéral qui veut et qui estime nécessaire pour un certain nombre de choses, et pas simplement les relations internationales, avoir une attitude commune, avoir une politique commune, avoir un système métrique commun, ne serait-ce que ça, avoir, on l'a vu tout à l'heure pour Thun, une armée capable éventuellement de travailler en commun et de combattre ensemble. Donc il y a là un vrai problème de relation entre la vue d'une fédération et la vue des cantons. Il y a ensuite, je peux peut-être vous illustrer ça par 2-3 cartes. Je vous rappelle ici simplement ce que sont les cantons. La carte de 1847, au moment où se déroule la guerre du Sonderbund, c'est à peu près celle-là, hein. Il y a eu ensuite quelques petites modifications du côté de l'Autriche, quelques toutes petites modifications du côté de la Savoie, quand la Savoie est devenue française après avoir été italienne et qu'il y a eu quelques petits ajustements. Mais c'est toujours à peu près, c'est sur cette carte-là que va se dérouler la guerre civile du Sonderbund. On a parfois dit, on a raison, que il y a eu là-dedans aussi des problèmes de langage et des problèmes de relations. Je ne crois pas qu'il y ait eu des disputes entre les Suisses germanophones, francophones, italophones, etc. Vous avez ici la carte des langues, vous voyez qu'il y en a 4, voilà, en gros majoritaire, pas seulement. Moi, je ne suis incapable de savoir, quand j'étais à Genève l'autre jour, si Genève était vraiment française, tellement on me parlait anglais. Donc je ne savais plus très bien, mais ça c'est un point de vue purement personnel. Vous savez que ces langues vivent de façon tout à fait coordonnée, que maintenant il y a des obligations dans l'enseignement, d'enseigner toutes les langues aux jeunes, etc. Je ne suis pas ici pour vous parler de la Suisse, mais pour vous montrer quelles sont les difficultés éventuelles d'un pays. Et voici une difficulté qui, alors, elle a été mise en avant au moment du Sonderbund. Le Sonderbund, c'est en gros une dispute entre conservateurs et radicaux. Pour un certain nombre de gens de cette époque-là, les conservateurs, ils étaient plutôt catholiques, les radicaux, ils étaient plutôt protestants, ou en tout cas pas catholiques. Les quelques disputes qu'il y a eu lieu sur les problèmes de couvent, les problèmes de la place des Jésuites, etc., ont été des disputes réelles. Mais le Sonderbund lui-même, on a parfois, il y a des gens qui disent c'était une guerre de religion. Je crois que Marc Studer dira avec moi que ce n'est pas si simple que ça, et que d'ailleurs Dufour lui-même faisait une extrême attention aux catholiques. Il la faisait quand il était à Montretier, il la faisait quand il était à Genève et là. Je ne sais, Dufour était réformé, hein, je vous l'ai peut-être pas encore dit, il était très discret sur ses convictions religieuses, mais il était de religion réformée. Il était discret, mais d'une extrême attention, d'une extrême tolérance. Ceci, c'est la carte des religions. Vous allez voir, en vous faisant maintenant la carte des États du Sonderbund, des cantons, en jaune, qui se sont réunis pour se séparer de la Suisse, et des cantons en vert qui ont eu la majorité et qui représentaient la Suisse qui voulait rester complètement unie, vous voyez que je ne colle pas tout à fait avec la carte des religions que je vous ai montrée tout à l'heure, puisque là, il y a vers le nord et vers l'est toute une série de cantons qui sont tout à fait qui sont germanophones et qui sont ou bien qui sont catholiques, etc. Enfin, tout ceci est assez mêlé et mériterait que vous ayez le temps de regarder les cartes. Vous verrez aussi sur cette carte qu'il y a deux cantons qui sont restés neutres, un petit canton là tout à fait à l'est, et puis surtout celui de Neuchâtel qui est resté neutre pour une raison qui fait un peu qui est assez un peu comique entre guillemets, c'est que tous ces cantons ayant un certain nombre de possibilités personnelles qui ne dépendaient que d'elles, d'organiser leur démocratie
et d'organiser leur fonctionnement politique, eh bien, il se trouve qu'en 1815, le roi de Prusse, qui était à ce moment-là roi de Neuchâtel, ou qui était monarque à Neuchâtel, a demandé qu'on lui laisse ce titre, et cela a donné lieu d'ailleurs, quand il l'a perdu pour de bon quelques années plus tard, après le Sonderbourg, à une crise assez sévère. Donc je ne parle plus de Neuchâtel qui restait neutre, je vois Dufour à qui on demande de commander l'armée de la Confédération pour faire capituler les cantons du Sonderbund qui sont réunis dans ce qu'ils appellent le Sonderbund, c'est-à-dire comment on peut dire ça, le groupement étranger, le groupement différent des cantons qui veulent se séparer ou pas, disons ils voulaient en tout cas avoir conservé pour eux un certain nombre de prérogatives et cela ne paraissait pas possible. La guerre du Sonderbund a lieu, elle aurait pu être tragique, elle aurait pu être difficile. Si elle ne l'a pas été, c'est en grande partie à cause de Dufour. D'abord parce qu'il a su, une fois qu'il a été désigné, il a su dire « c'est moi le patron ». On vous l'a désigné en lui disant « vous prendrez tel collaborateur, tel colonel, tel généraux à côté de vous, etc. etc. » Il a dit « non, c'est moi qui décide ». On lui a ensuite dit « bon, ben, les différentes armées, envoyez les différents groupements militaires envoyés par les cantons seront commandés par les gens de ces cantons ». Il leur a dit « non ». Ils seront commandés par les gens que je désignerai, etc. Il a eu beaucoup de mal à faire en sorte que ce soit lui qui commande. Et une fois qu'il l'a fait, on lui a dit, bon, maintenant, attendez, qu'est-ce que vous attendez pour y aller? Enfin, foncez-leur dessus, tapez-leur dessus, faites en sorte que... Il dit, non, je veux d'abord voir ce qu'il en est et je veux regarder ce qu'il en est. Il a donc défini une stratégie d'un certain type. On lui a dit, c'est trop long, c'est trop lent. Il a dit, pas du tout, vous allez voir. Et effectivement, on a vu une guerre. Alors, encore une fois, il faut lire l'histoire du Sonderbund. Et cette histoire du Sonderbund montre que la stratégie a été tout à fait efficace. Ici, Claude Gondard m'a fait pour mon livre une illustration, comme vous le voyez, de Blanchet qui discute avec Dufour. Blanchet, c'est le chat dont je vous parlais tout à l'heure, qui discute avec Dufour en lui disant « tu es vraiment sûr que c'est ça qu'il faut faire et pas plutôt ça, etc. » Enfin, le général était capable tout à fait de décider, mais il écoutait les conseils quand même. Mais c'est quand même lui qui décidait. C'est pas Blanchet qui a gagné la guerre du Sonderbund, c'est Dufour. Et quand il l'a gagné, il a su se montrer d'une exceptionnelle attention non seulement aux ennemis, aux prisonniers, aux blessés. Il a fait extrêmement attention. Il a obtenu pour beaucoup de cantons, pour Fribourg d'abord, sous la menace des canons, mais la menace des armes, une capitulation rapide. Il l'a obtenu pour les cantons que les Suisses appellent primitifs, c'est-à-dire les petits cantons de Guillaume Tell d'autrefois, autour de Lucerne. Les seules vraies batailles qui ont eu lieu vraiment, c'est Lucerne, où il y a eu quand même un certain nombre de morts. Il y a eu 200 morts en tout, à répartir entre les troupes fédérées et les troupes du Sonderbund. Quand ensuite il n'y avait plus que le Valais qui n'avait pas capitulé, il y a encore eu des colonels qui disaient « maintenant vous y allez, donnez-nous notre jour de gloire à nous, laissez-nous attaquer le Valais ». Il leur disait « c'est complètement stupide, ça ne sert à rien, le Valais va capituler dans les 2-3 jours qui viennent ». Et effectivement, le Valais étant là, ne pouvait plus rien faire tout seul, et il a effectivement capitulé. Donc, avec ça, c'est évidemment plus facile de gagner une guerre quand l'ennemi ne se débrouille pas bien, mais une guerre qui ne fait que 200 morts, c'est quand même pas mal, comme dirait le poète Ramuse. Une guerre qui est courte, on aimerait beaucoup que toutes le soient de cette façon-là. Dufour a été appelé le pacificateur par un certain nombre de gens après, et il y a eu une véritable Dufourmania. On a fait des tableaux, on a fait des objets, des médailles, etc. Enfin, Dufour a été des médailles qu'on pourrait en faire Gondard, évidemment. Dufour a été, à ce moment-là, eu une image formidable en Suisse, et il l'a également eu à l'étranger parce que les grandes puissances, et en particulier la France,
où Guizot était ministre, était Premier ministre à ce moment-là, les puissances étrangères, la Prusse, l'Autriche, la France, quand ils ont vu qu'il y avait du chahut en Suisse, ont dit c'est le moment ou jamais d'accroître notre influence en Suisse. Ils ont essayé les uns et les autres ou d'imposer des choses, ou d'imposer des médiations, ou de dire mais on peut vous aider avec nos moyens à nous, etc., etc. Et quand ils se sont enfin décidés à faire quelque chose d'important, les Suisses ont dit c'est pas la peine, c'est pas la peine, tout est réglé, il n'y a plus de Sonderbund. Voilà pour le Sonderbund. Il y a eu quelques autres crises après le Sonderbund dont je n'ai pas le temps de vous parler. L'une a été particulièrement difficile parce qu'elle aurait failli conduire à une vraie guerre contre la Prusse, de la Suisse contre la Prusse, l'affaire de Neuchâtel. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous le souhaitez. Il y a aussi eu une crise assez délicate avec la France et avec Napoléon à propos du réajustement des frontières autour de Genève, où certaines personnes à côté auraient bien souhaité peut-être devenir suisses plutôt que devenir français, alors qu'ils étaient avant savoyards, c'est-à-dire sujets du royaume de Piémont. Je termine avec la Croix-Rouge, bien entendu, et Solferino. Je ne veux pas dire que c'est la fin de l'activité de Dufour, mais c'est quelque chose d'effectivement tout à fait important pour la Suisse, et pas seulement pour la Suisse, et pour le monde entier. Et le fait qu'on y trouve Dufour tient un peu au hasard, bien sûr, des dates, mais tient quand même surtout au fait que Dufour a aidé à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge sans Dufour aurait sans doute existé sous d'autres formes, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas dans quelles conditions. La Croix-Rouge est née, entre guillemets, comme une idée dans la tête de Dunant à Solferino. Dunant, dont vous avez le portrait ici. Dunant est un citoyen suisse qui a ensuite demandé d'ailleurs à un moment donné la nationalité française, qui voulait faire des petites affaires en France et en Algérie en particulier, qui a réussi d'ailleurs à monter là-bas une petite compagnie, et puis qui, vers la fin des années 50, 1858-59, voulait absolument que l'État français lui donne des concessions plus grandes pour organiser des moulins, etc., en Algérie, et voulait rencontrer Napoléon. Et il s'est dit, puisqu'il était suisse, puisque Napoléon n'est pas loin à Solferino, il était près de Solferino, je vais aller voir là-bas. Et il est arrivé par hasard, Dunant arrive par hasard à Solferino, juste après la bataille de Solferino. Nous connaissons, nous, de Solferino, ce qu'on raconte les livres d'histoire. Le peintre Langlois, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un X de la 1806, donc un ancien de Dufour, ayant été mis à la porte, entre guillemets, de l'armée française en 1815 et ayant de grandes qualités de peintre, comme Dufour d'ailleurs, qui était peintre et qui aurait pu, après tout, être peintre, s'est mis à faire des tableaux, à avoir un certain succès et à inventer les tableaux qu'on appelle les panoramas, c'est-à-dire des tableaux dessinés à l'intérieur. Vous allez à l'intérieur du cylindre, vous êtes au milieu du cylindre et vous voyez sur les bords, vous voyez tout ce qui se déroule à 360 degrés. C'est mieux que Disneyland, et en tout cas c'était antérieur que Disneyland. Donc, Langlois faisait ça, il en a fait beaucoup, il a fait, comme il était bonapartiste, il en a fait sur Hello, sur la Moscova, etc. Et quand Napoléon III est venu au pouvoir, il a dit Sire, 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 qu'à cela ne tienne, je peux vous faire un tas de choses pour votre gloire. Et donc, on lui a dit mais c'est une bonne idée de faire ça sur Solferino. Il a été à Solferino. Comme il aimait beaucoup la photographie, ce qui là aussi le rapproche de Dufour, qui aimait bien la photographie, il a été à Solferino, il a pris de très très nombreuses photos pour faire des repérages. Mais ça, il l'a fait 2 ou 3 ans après la bataille pour faire des repérages, et il a donc créé son grand panorama. Le livre dont je montre ici la couverture montre Langlois, montre les photographies, le panorama qui est resté 3-4 ans à partir de 1867 dans le rond-point des Champs-Élysées, qui existe toujours, mais il n'y a plus de panorama maintenant. Ce panorama malheureusement a été détruit, comme presque tous les panoramas, parce que conserver un petit tableau, bon, qui fait 20 cm sur 30, ça va, mais conserver un cylindre de ce type-là, c'est extrêmement difficile,
Bon, donc on les a perdus, Dieu merci. Ici, là, on a gardé les photos. Les photos de Solferino d'abord et les photos du panorama. Je représente Dufour dans mon livre, causant avec Langlois et lui demandant ce qu'il pense. Et Langlois lui explique ce qu'il a vu, lui, 3-4 ans après Solferino, où c'était encore affreux, où il y avait encore des restes qui, en matière sanitaire, étaient absolument épouvantables, et où d'ailleurs sa femme, la femme de Langlois, est morte là-bas, elle l'accompagnait en voyage là-bas. Ce qui est aussi important à Solferino, et ça nous rapproche aussi de Dufour, ça, de Dufour lui-même, c'est que l'un des vainqueurs de Solferino, c'était quand même Vaillant, qui était chef d'état-major à ce moment-là, qui était plutôt un bon chef d'état-major. Nous sommes là en 59. 10 ans plus tard, je ne crois pas que Napoléon III en a eu de la même qualité, puisqu'il avait, avec MacMahon et Bazaine, on ne peut pas dire qu'il avait la même qualité de soldats, de militaires, de généraux. Dunant vient donc, va à Solferino, se rend compte que finalement ces histoires de moulins en Algérie, c'est quand même pas terrible quand on voit des malheurs aussi considérables que ce qu'on voit à Solferino. Il travaille un peu à Solferino, il aide un petit peu les officiers, les médecins militaires, etc. Et puis tout d'un coup, il se dit, il faut que je raconte ça, je ne peux pas être resté là, il faut que je raconte ça, il faut que je raconte ça. Il fait un livre sur Solferino. Et puis ensuite, à la fin de ce livre, il dit, il faut qu'il fasse un grand appel à tous les pays, et il faut faire quelque chose pour que les blessés de la guerre et les prisonniers ne soient plus traités de la façon dont il a été à Solferino. Et c'est là où nous arrivons à la grande idée de la Croix-Rouge, dont je ne peux pas vous expliquer le détail, parce que c'est un détail qui est il faut être très minutieux dans les dates pour voir quand apparaissent les différents personnages. Par exemple, Moignet, qui est un des hommes fondamentaux que vous avez ici, je crois, en haut à gauche, qui était responsable d'une société de sauvegarde à Genève, a joué un rôle essentiel. Dunant, qui j'étais un peu le prophète, a joué un rôle essentiel, même s'il était, parce qu'il savait quand même bien expliquer les choses, mais il était quand même très mauvais organisateur. Ces gens-là étaient ensemble, ces gens-là voulaient faire quelque chose, et ils ont demandé à Dufour de les aider. Dufour, qui avait déjà 60 ans au moment du Sonderbund, il en a maintenant 70. On lui dit, général, monsieur Dufour, il faut nous aider. Et lui dit, à faire ça? Oui, bien sûr, il faut aider les blessés. D'ailleurs, moi-même, dira Dufour, j'ai aidé les blessés. J'ai demandé à la guerre du Sonderbund qu'on soigne les blessés des deux côtés de la même façon, puisque nous étions des frères d'armes, même si nous étions opposés pour ces choses-là, pour cette bataille. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on arrivera à faire quelque chose avec des batailles plus importantes et avec des pays plus grands que ce que vous avez en tête? Et les autres disaient, ça vaut quand même la peine d'essayer. Et Dufour se laisse un petit peu, bon, il se laisse convaincre finalement, il se laisse convaincre. Et une fois que Dufour est convaincu pour quelque chose, que ce soit pour aller dans la société d'histoire, dans une société d'histoire ou une société de géographie ou n'importe quelle association dont il faisait partie, une fois qu'il se laisse convaincre, il le fait. Et il le fait, et là il le fait, il dit, bon très bien, qu'est-ce que vous voulez de moi? Eh bien vous présidez. Il a présidé quoi? Il a présidé d'abord la petite société qui devait remettre un rapport, mais c'est un vrai rapport, à un congrès international qui se tenait à Berne, à la suite de quoi il a présidé la convention qui a discuté les conventions de Genève sur le traitement des prisonniers et sur le traitement des infirmiers, parce qu'il y avait des questions vraiment difficiles à traiter. Les Allemands, les Prussiens, les Autrichiens, les Anglais n'avaient pas la même manière de voir la place des infirmiers sur un champ de bataille et la neutralité que voulaient avoir les infirmiers sur les champs de bataille. Tout ceci était extrêmement compliqué. Dufour a présidé aussi la Croix-Rouge suisse et il a lancé évidemment la possibilité qu'il y ait des Croix-Rouges qui se croient un peu partout. L'opération Croix-Rouge a été la dernière, sans doute, qu'a faite Dufour en grand, mais c'est une opération qui est évidemment, dont on peut dire que le succès a été merveilleux et dont Genève d'ailleurs, et là c'est la partie un tout petit peu
disons, économique du terme, dont Genève a aussi remarquablement profité en termes d'image comme en termes purement économiques. La Croix-Rouge a montré sa première efficacité vraiment réelle sur un champ de bataille, qui n'était pas tout à fait un champ de bataille, c'est en 1871, quand l'armée de Bourbaki, qui fuyait les Allemands, les Prussiens, s'est réfugiée en Suisse, où la Suisse l'a accepté et où la Croix-Rouge a donc été quelque sorte efficace et extrêmement efficace pour traiter, pour nourrir, pour guérir, pour soigner, etc., etc. Dufour va connaître une fin de vie plus difficile, et je le dirai tout de suite après, après avoir évoqué sa famille. Dufour a épousé Suzanne en 1817, ce qui d'ailleurs a été, je crois, un mariage dont ils ont été tous heureux. Ils ont eu 4 filles. Ces 4 filles, il y en a 2 qui se sont mariées. La descendance directe de Dufour, maintenant, je crois, il n'y en a plus. Mais Dufour a été un excellent père de famille. Il lisait les livres à ses enfants. Quand il était à la guerre, il leur écrivait quand même. Ça a été un homme extrêmement attentif. Il les emmenait à Montretier, qu'ils avaient gardé. Je passe. Il a pensé à eux quand il a construit la maison Dufour, où aujourd'hui est la fondation Dufour. Cette maison a été faite sur les plans de Dufour, par Dufour. Alors ce n'est pas un grand palais, c'est une maison cossue, agréable, avec un grand terrain autour, mais ça n'a rien à voir avec un château de généralissime sud-américain. Dans cette maison, il y a une très belle bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous avez ici, sur le dessin de Gondard, un chat qui s'y repose et qui fait le savant. C'est Ramina Gourbis, c'est le dernier des chats de mes 7 chats de Dufour. C'est le chat avec lequel Dufour discute de tout ce qu'il a fait. C'est le chat aussi qui le convainc d'aider les autres chats à écrire les narrations, à faire les narrations et à raconter sa vie. C'est donc aussi à ces chats que vous devez, non pas la vie de Dufour, mais mon livre. Dufour a aussi emmené ses enfants à Montretier. Il aimait beaucoup Montretier, je vous l'ai dit. Voici un dessin de Claude Gondard qui vous montre le château de Montretier. Montretier était un château, mais c'était un château ruineux. Les parents de Dufour et ses partenaires croyaient que c'était une bonne affaire. Ils ont acheté un bien national, vous savez, de ces opérations, de ces châteaux qui ont été pris à des aristos et qui ensuite ont été vendus soit à bon prix, soit n'importe comment après par le directoire parce qu'il fallait se faire de l'argent à tout prix. Le château a passé de main en main et finalement un petit groupe d'amis a acheté ce château et Bénédicte, le père de Dufour, Bénédicte Dufour, le père de Guillaume-Henri, a dit, moi je suis horloger, mais je me mettrais bien agriculteur. Bien entendu, il n'y est pas arrivé, enfin je dis bien entendu avec méchanceté, parce que ces travaux, ces métiers sont quand même complètement différents. Il s'est non pas ruiné, mais pratiquement ruiné. Dufour a gardé ce château et il a subventionné ses parents pour qu'ils restent dans ce château jusqu'à ce que l'un et l'autre ne soient plus en vie. Ensuite, il l'a revendu. Mais il a toujours aimé à Montretier et il a toujours trouvé que c'était un endroit tout à fait merveilleux. Ensuite, il faut bien arriver à la fin. Il en discute avec Ramina Gourbis. Il savait depuis un certain temps, il avait maintenant plus de 80 ans, qu'il était un peu dans la salle d'attente, qu'il ne savait pas très bien quelle porte il connaîtrait après. Il fallait aller vers la fin. Eh bien, la fin, c'est celle-là. C'est une fin assez triste. Sa femme est morte en 67. Ça a été triste à cause de la mort de Napoléon, mais ça, c'est pas familial. 73. Ensuite, sa fille Louise était morte aussi. Il trouve que c'est absolument affreux que les parents perdent un de leurs enfants. Il s'est retrouvé veuf, il s'est retrouvé tout seul. Il était encore écouté, on allait encore le voir, mais il disait, mon Dieu, que la vie est dure quand même de temps en temps. Disons qu'il avait fait le tour là absolument de tous les honneurs. On commençait on commençait à lui dire comment vous voulez que soit votre cercueil, votre tombe, votre tombeau, votre monument funéraire.
il disait: «Ne vous occupez pas de ça, surtout par pitié, ne vous occupez pas de ça». Et il a fait donc, quand il est mort, il a eu, dans son cimetière, ma foi, il a eu la stèle qu'il voulait, c'est-à-dire une plaque, une simple plaque toute droite. Il est donc, mort le 14 juillet, oui, je voulais vous préciser ça, je trouve que c'est un bon pied de nez quand même aux gens qui disent, qui parlent des relations entre Dufour et la France. Il est mort un 14 juillet. Alors il est enterré au cimetière des rois. Le cimetière des rois ne s'appelle pas comme ça parce qu'il y a des rois, mais parce que ça fait une allusion à des concours d'arquebusiers. Je crois que là aussi, mes amis suisses pourraient vous en dire plus que moi. Il est donc entouré là. Il est appelé on lui a fait des statues. On l'a appelé sur ces statues Helveterum Dux, c'est-à-dire le duc, le consul, le général des Suisses. Voici le daguerréotype qui a été fait de Dufour juste après le Sonderbund. Il en avait assez qu'on fasse des mauvais tableaux. Il a dit: faites de moi une bonne photo et dites-la à tous ces peintres qui se prétendent peintres. Ensuite, je vais encore vous montrer une autre image. Eh bien, c'est Dufour vu par Gondard et transformé en timbre, comme vous le voyez. Ensuite, la troisième, c'est Dufour à cheval. C'est Dufour à cheval et à cheval devant les timbres des chats cette fois. Dufour est vraiment un homme tout à fait exceptionnel. Moi, je suis très très fier d'être un polytechnicien comme Dufour. J'espère que tous les polytechniciens de France et de Suisse, d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même pas mal en Suisse aussi, soient également fiers d'être en quelque sorte le camarade d'école d'un homme de ce type-là, c'est-à-dire un homme à la fois intelligent et plein d'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. C'est une conférence très agréable et en plus qui nous apprend beaucoup de choses sur ce grand polytechnicien, comme tu l'as dit.